Bien. Donc on va lancer cette réunion. Bonjour à toutes et à tous. Donc, toute l'équipe de l'inspection pédagogique régionale d'histoire-géographie est très heureuse de vous retrouver pour ce webinaire consacré donc au nouveau programme d'enseignement moral et civique qui sont à déployer partie dès cette rentrée 2024. Et nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire avec Fatia Chera. Fatia, je te donne la parole. Bonjour, bonjour à tous. Fatia Cherara, IEN Lettres Histoire, donc en charge des enseignements d'histoire, géographie, enseignement moral et civique pour la voie pro. Et c'est un vrai plaisir de retrouver autour de ce programme enfin redevenu commun mes collègues IPR. On a pu réfléchir ensemble à ce petit temps. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir également Jérôme Grandeux, qui nous fait l'honneur et le plaisir de venir nous expliciter un petit peu les contenus, l'architecture de ces nouveaux programmes. Donc on retrouve du commun. Bienvenue à tous. Merci beaucoup et merci à toute l'équipe et bonjour aux collègues qui se connectent. On va pouvoir commencer en fait et donc on va pouvoir lancer le diaporama. Euh, Alors, qui a le diaporama de Jérôme ah, Grandeux? Yannick, tu le lances ou c'est voilà, Non, c'est non, Jérôme qui est en c'est train de Jérôme qui est lancer. chargé de la d'accord. Voilà, logistique. Ah oui, parfait. c'est vrai. Donc oui, et puis de toute manière, vous l'aurez ensuite, hein, donc voilà, il n'y a pas besoin de prendre des notes. Donc bonjour à tous. Je vais essayer de vous montrer ce qu'on a essayé de faire avec ces programmes. Et en fait, on va commencer d'abord par rappeler comment des programmes se fabriquent, parce qu'effectivement, ils arrivent et ils fondent un peu comme ça, mais c'est tout un processus. Alors d'abord, il faut souligner que les programmes, c'est une commande politique, au sens où c'est le ministre, là en l'occurrence, c'était même d'un peu plus haut, puisque la première annonce avait été faite par Elisabeth Borne quand elle était première ministre, mais ça avait été confirmé par une lettre de saisine du ministre. C'est le ministre qui, ou la ministre qui commande et le ministre ou la ministre qui promulgue le programme. Donc entre les deux, il y a tout un parcours. Donc tout d'abord, le ministre s'adresse au Conseil supérieur des programmes qui rassemble des experts, des personnalités nommées, mais aussi des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat. Bon, bien évidemment, ce Conseil supérieur des programmes est une instance qui va travailler de manière indépendante et confidentielle, mais le Conseil supérieur des programmes n'écrit pas les premiers projets de programme lui-même, il les valide, il peut les modifier, mais il confie la rédaction à des groupes d'experts, et ces groupes d'experts peuvent être présidés par un universitaire ou par un inspecteur général. Et là, en l'occurrence, le groupe d'experts était présidé par Paul Mathias, inspecteur général de philosophie, et par moi-même. Alors nous, ce qu'on a fait, c'est un travail donc de préparation. Ensuite, ce travail de préparation revient au CSP, qui peut l'amender, qui peut demander des modifications, qui peut en faire lui-même, hein. Il a la main sur ses projets de programme et puis il les publie. C'est ce qui s'est passé pour ces programmes en janvier 2024. Et puis ensuite, il y a une phase de concertation qui est lancée. Alors, on rencontre les organisations syndicales, le CSP rencontre les organisations, et la DGESCO, pardon, c'est plus le CSP, là, le CSP, normalement, c'est terminé. La DGESCO rencontre les organisations syndicales, les associations de professeurs, et puis il y a une concertation en académie. Les inspecteurs font remonter des choses, et puis les enseignants sont invités à une concertation en ligne. Je voudrais insister sur le fait que cette concertation a été intégralement dépouillée par la DGESCO. Et donc, toutes les différences qu'il y a entre le projet qui a été publié en janvier 2024 et le programme qui a été publié le 13 juin, toutes ces différences sont des choses qui ont été demandées lors de la concertation. Alors, ça ne veut pas dire que, bien évidemment, toutes les demandes de modification sont prises en compte, mais dès qu'il y a une demande qui apparaît assez massive, qui permet de se repérer, on essaye au maximum de les prendre en compte. Donc, on va revenir sur la commande qui était celle de départ, parce que c'est important pour comprendre donc ça va être le slide suivant. Euh, c'est important de comprendre cette commande. Au départ, donc elle a été en deux temps en fait, hein. Dans le premier temps, donc la commande, c'était une refonte des programmes du CP à la terminale, voie professionnelle comprise. C'était important parce que
quand il y avait eu les premiers programmes d'enseignement moral et civique, donc ensuite je vais dire EMC, pour aller plus vite, hein. Quand il y avait eu les premiers programmes d'EMC, c'était l'idée qu'il y avait un programme unique, Fatia en a parlé tout à l'heure, un programme unique du CP à la terminale. Et puis, au fur et à mesure des, réécritures de programmes du lycée professionnel, annualisation, aussi en 2018, ben, ce programme unique, s'était en quelque sorte fragmenté. Donc, 2e élément, c'était l'idée qu'il y ait, davantage de repères, sur les institutions. Ça semblait important, vous savez que c'est une grande, schizophrénie de notre milieu, la question des institutions, puisque quand on se promène et qu'on écoute les uns les autres, on a toujours les 2 mêmes choses, c'est, enseigner les institutions, c'est casse-pied, les élèves retiennent pas, on leur montre des organigrammes. Et le 2e élément, c'est, quel dommage, les jeunes ne connaissent pas les institutions, ils expliquent qu'ils ne savent pas à quoi sert le conseil régional. Donc on est coincé entre ces 2 choses et on s'est dit que s'il y avait ces 2 discours, c'était pas absurde, mais que ça réclamait de notre part, j'y reviendrai tout à l'heure, une réflexion sur la manière dont on enseigne, aux jeunes les institutions. Ensuite, dans la commande, il y avait aussi d'intégrer les dimensions, éducation aux médias, à l'information et éducation au développement durable. Alors, il s'agit bien d'intégrer une dimension, hein, j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure, mais il ne s'agit pas de faire rentrer l'ensemble de l'éducation aux médias et à l'information dans l'EMC, ni de faire rentrer l'ensemble de l'éducation au développement durable. Et l'EMC, il s'agit surtout de dire, puisqu'on est dans une partie un peu réflexive du parcours citoyen avec l'EMC, puisqu'on est dans l'endroit où on parle le plus explicitement de citoyenneté, il faut que dans cet endroit, il soit bien clair pour tout le monde que l'éducation aux médias à l'information, l'éducation au développement durable, et puis on verra les autres éducations aussi, c'est aussi une éducation à la citoyenneté. Donc c'était très important pour la commission et puis c'était important aussi pour le CSP, qui a endossé aussi cette optique-là, de se dire que, il fallait pas confondre ce qu'on pouvait faire dans l'horaire d'enseignement moral et civique avec, l'ensemble de l'éducation à la citoyenneté. Que l'ensemble de l'éducation à la citoyenneté, ça se faisait aussi, on le sait, dans l'établissement, dans les enseignements, mais aussi avec tout ce qu'on appelle les éducations A. Ensuite, il y avait l'idée d'une annualisation, ça concernait, plutôt le primaire et le collège. Les programmes de 2015 étaient des programmes de cycle, bon, ce qui posait, des questions parce qu'effectivement l'enseignant ne garde pas, ses élèves pendant 3 ans. De même les élèves, bougent, les enseignants bougent et donc savoir ce qu'on devait faire à telle ou telle année était compliqué. Il y avait eu la rédaction de repères annuels en 2018, mais il faut bien dire ce qui est, ces repères annuels, comment dirais-je, n'ont pas connu une célébrité, une gloire, immédiate. Ils sont même demeurés, en fait, assez confidentiels et ils sont passés assez largement inaperçus. Et puis, il y a j'avais dit que la lettre de commande était en 2 temps. Le ministre Gabriel Attal, quand il était ministre de, l'Éducation nationale, avait refait une lettre de commande au CSP pour parler des compétences psychosociales et de la question du harcèlement. Cette lettre concernait l'ensemble des programmes, mais elle nous concernait, aussi particulièrement. Donc à partir de cette commande, on a essayé aussi de s'appuyer sur un diagnostic. Voilà. Effectivement, quand on a alors la commission, elle était composée, d'enseignantes et d'enseignants, d'inspectrices, et d'inspecteurs. Elle était composée, aussi de gens qui venaient de l'histoire-géographie, qui venaient de la philosophie, qui venaient des SES, parce qu'on sait qu'en lycée, général, il y a une pluralité d'intervenants et puis des représentants aussi de l'enseignement primaire. Donc tout ce monde-là, a essayé aussi de partir d'un diagnostic. Alors pour des éléments de diagnostic, il y avait bien sûr, le rapport de la Cour des comptes sur l'éducation à la citoyenneté, mais on avait aussi, à l'inspection générale, pas mal d'enquêtes de suivi de l'EMC, qu'on avait fait, il y a quelques années, qui étaient intéressantes sur la manière dont les programmes étaient mis en œuvre.
Bon, et on avait bien sûr, comme toujours, c'est très important pour nous aussi, des diagnostics qui remontent de la part des inspecteurs territoriaux. Alors pour du cycle 2 au cycle 4, on avait des programmes qui étaient compliqués à mettre en œuvre, parce que ce sont et je le dis sans ironie, hein, ce sont de très beaux objets intellectuels. Il y a vraiment une réflexion sur la citoyenneté, la démocratie, l'engagement, les différents aspects du vivre ensemble qui sont qui est une réflexion de très haute volée dans ces programmes, mais tels qu'ils étaient présentés, c'était pas évident de savoir de quoi on allait parler précisément avec les élèves. Il y avait un autre élément qui était important dans ces programmes et qu'on a, j'y reviendrai là aussi, essayé bien sûr de conserver, qui était l'insistance sur des méthodes, et en particulier sur, le débat, sur l'oral, sur le travail de groupe. Je me permets une petite digression sur l'oral, c'était un vrai tournant dans notre milieu parce que, pendant quelques années, on a pensé que quand une compétence était, socialement discriminante, il fallait pas l'enseigner parce que ça redoublait en quelque sorte la discrimination sociale. Et là, avec l'EMC en 2015, mais il y a eu d'autres éléments qui étaient c'est un véritable retournement. C'est-à-dire on s'est dit: «Finalement, l'oral soutenu, l'oral de débat, l'argumentation, c'est socialement discriminant et parce que c'est socialement discriminant, on va essayer de le donner à tout le monde». Donc l'EMC a participé à cette remontée de, la valorisation des compétences orales. Donc voilà, des programmes difficiles à mettre en œuvre, intéressants, avec des innovations, pédagogiques recommandées, mais effectivement qui réclamaient une clarification. Pour le lycée général et technologique, eh bien, on y est toujours, hein. Pour le lycée général et technologique, là, la difficulté était davantage au niveau du parcours de l'élève, puisqu'il y avait quelque chose qui est très apprécié par les enseignants, c'était d'avoir plein, plein, plein de choix. Mais il y avait tellement plein, plein de choix, si j'ose cette horrible tournure, que, on n'était pas sûr qu'un lycéen ait été, confronté à des choses essentielles et ne soit pas passé, à côté. Vous remarquerez, que je ne dis rien sur les programmes de la voie professionnelle. Bah, pourquoi? Parce que, voilà, c'est les programmes de la voie professionnelle, j'ai à mon avis, personnel, hein, c'est un peu un dommage collatéral de ce qui s'est passé parce qu'ils étaient assez récents. Heu, bon, ça, c'est mon jugement qui n'engage, que moi, mais pour moi, c'était les mieux faits et les plus praticables et ils ont été entraînés dans, effectivement, cette refonte globale avec la question, qui a été, posée, c'est de savoir si on faisait une déclinaison spéciale pour la voie professionnelle où les élèves sont évalués sur l'EMC, tandis qu'ils ont souvent moins de temps, en particulier du fait des, périodes de formation au milieu professionnel. Donc ça posait un petit peu un problème. Est-ce qu'on ne devait pas prévoir des allègements? Au départ, dans le projet, on était parti sur des allègements, mais ce qui est remonté de la concertation, c'est une demande. Alors, je ne sais pas si c'est Fatia Chirara qui disait tout à l'heure, «Enfin le même programme». C'était une demande que ce soit le même programme. Donc on est revenu à un «alignement» entre guillemets de la voie professionnelle. Dans le troisième diagnostic, il y a aussi un diagnostic qui portait sur l'éducation à la citoyenneté. Alors il faut le redire et c'est très, très important pour nos enseignants. Hem On n'a jamais autant enseigné la citoyenneté en France qu'aujourd'hui. On n'a jamais fait autant de choses. Deuxième élément important, c'est un élément, quand il y en a, on est content de les signer, un élément de continuité de politique publique très fort. Depuis 2015, on a un effort vers cet enseignement de citoyenneté. Il peut y avoir des inflexions, il peut y avoir des nuances, mais il y a un travail. Et ça a été important pour nous aussi dans la manière dont on a abordé les programmes. Mais ça part un peu dans tous les sens. Énormément de référentiels, énormément de projets. Donc l'idée, c'était de se dire que l'EMC, qui était un petit peu le moment, pas la clé de voûte, mais je dirais je disais tout à l'heure, le point réflexif du parcours citoyen, c'est peut-être de là qu'il fallait partir pour mettre en cohérence tout ce qui était fait et de clarifier la place de l'EMC. On ne peut pas tout faire en EMC. Le professeur chargé ou la professeure chargée de l'EMC ne peut pas être là ou le seul responsable
de la citoyenneté. On sait à quel point ça peut être terrible et parfois même tragique. Alors, à partir de ce triple diagnostic, on est parti sur des orientations. Voilà. Alors donc, tout d'abord, un travail interdisciplinaire. L'EMC n'est pas une annexe de l'histoire géo ou même des lettres histoire-géographie. Et puis surtout, c'est un enseignement, ce n'est pas une discipline. Donc, il y a une optique qui est particulière à l'EMC. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup insisté sur l'apport juridique. On y reviendra. Deuxième élément, on a choisi délibérément de ne pas renverser la table. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'il y avait un travail qui était fait depuis 2015 sur le plan programmatique et sur le plan pédagogique, et que donc on devait pouvoir s'y repérer quand on était une enseignante ou un enseignant déjà chevronné sur l'EMC, quand on était, comme on en a beaucoup, des enseignants, des formateurs très engagés sur ces enjeux-là, ça ne servait à rien de renverser la table puisqu'il y a cette continuité dont je parlais tout à l'heure sur l'éducation et la citoyenneté. Donc, par exemple, pour les thématiques annuelles qu'on a mis, vous aurez remarqué que les thématiques annuelles du collège et du lycée professionnel sont le moins possible éloignées des thématiques qui étaient soit celles des programmes précédents, soit celles pour le collège et le primaire déjà mises en avant en pratique par les enseignants. Par contre, on s'est dit qu'il fallait construire une progressivité. C'est pour ça, par exemple, qu'on a choisi de filer les textes de référence. Alors, vous l'aurez sûrement remarqué, les objectifs de développement durable, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Déclaration des droits de l'homme, la loi de 1905 et même la Constitution, on a essayé d'éviter qu'un texte ne soit abordé, un texte de référence ne soit abordé qu'une fois, presque d'une manière historique, à un moment, mais qu'il y ait un recours à ces textes. Donc c'est un rapport qui est plus juridique au texte, avec le texte qui fait référence, qui fait norme, qu'on va convoquer par rapport à une situation, par rapport à ce qu'on peut faire avec, avec les élèves, et qu'on va convoquer à différents moments pour que ces textes, qui ne sont pas très très nombreux, ces textes de loi, mais qui structurent quand même très largement notre vie démocratique, soient connus des élèves, qui soient un peu familiarisés avec. Et ce qui veut dire que parfois, on peut juste parler d'un article de la Déclaration des droits de l'homme sans expliquer en EMC pourquoi il y a cet article à tel moment, quelle est la situation en 1789, etc. Mais juste dire, voilà, quel est le principe qu'il y a dedans et comment aujourd'hui il s'applique. D'autre part, il importait aussi pour nous de clarifier les contenus. En particulier, c'est vraiment très vrai pour la scolarité obligatoire et voilà, d'avoir une clarification des contenus, que les enseignants sachent ce qu'ils ont à transmettre, dans l'idéal, ce que les élèves doivent connaître et savoir, en tout cas ce à quoi les élèves doivent être exposés, ce avec quoi ils doivent être mis en contact. On a aussi développé, mais là c'est pas une nouveauté, hein, on ne l'a pas inventé, une approche spiralaire, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui reviennent plusieurs fois. Là aussi, c'est très très important quand on fait de l'EMC de savoir ce qu'ils feront après. Pas seulement ce qu'ils ont fait avant, qui est déjà important et qu'on peut remobiliser, mais ce qu'ils feront après. J'en donnerai des exemples quand on parlera des institutions, parce que ça nous dit aussi parfois qu'on n'est pas obligé de tout faire sur un sujet. On n'est pas obligé de tout dire parce que on va y revenir ensuite. Et puis, là, c'est important puisqu'on a une entrée progressive dans les programmes, hein, donc voilà. Et puis, l'idée aussi, c'était d'avoir un référentiel unique pour l'éducation à la citoyenneté. On a beaucoup de référentiels, on en a pour l'éducation au développement durable, on en a pour l'éducation aux médias et à l'information. On a différents référentiels dans les différents programmes de MC, donc on a essayé d'unifier ça. On va le voir maintenant. Ah, Jérôme disparaît, c'est lui qui fait bouger le slide. Bon, c'est pas grave, je vais vous en parler, ou je vais peut-être essayer de partager mon propre. Attendez, on va voir si. Ah, ça y est, ça arrive. Voilà, c'est parfait.
Bon, en tout cas, je vais commencer à vous en parler. On a effectivement une présentation de la culture démocratique qu'on a essayé d'organiser en termes d'acquis et en termes de compétences, de capacités, mais dans le cadre d'une organisation quadripartite entre... ah, voilà. Alors donc, Jérôme, le slide d'après, s'il te plaît. Voilà, voilà, la structure. Bon, bah, on va parler de la structure, on parle des compétences, c'est pas grave. Bon, je reviens sur le référentiel de compétences, ça c'est ma faute. Voilà, c'est bon. Un petit peu plus tard. Donc, la structure du programme. Alors, cette structure, elle a bougé, vous l'aurez remarqué, entre le projet et le programme. Dans le projet initial, il y avait deux choses qui ont disparu. D'abord, il y avait pour chaque année un ensemble de lectures de textes qu'on recommandait de faire lire aux élèves et qui ont disparu. Le jugement d'ensemble de tout le monde lors de la concertation, la quasi unanime, ça a été que ces textes n'étaient pas des aides, mais étaient plutôt des obstacles. On ne savait pas quoi en faire. Fallait-il transformer le MC en 1 heure de commentaires de texte avec les élèves? Donc, il a été décidé que ces textes, il y aurait bien des textes qu'on peut recommander aux élèves de lire, mais que ça serait une ressource à part, avec aussi une liste un peu plus étendue, un peu plus étoffée, un peu plus diverse. Voilà. Donc, je pense que, au vu de la concertation, personne ne pleurera les textes en bas des cadres. Et d'autre part, il y a une colonne qui a disparu. Dans notre jargon interne, on appelait la colonne 4. Et c'était celle qui était donc tout à droite du tableau. Et cette colonne 4, elle donnait à la fois des références et elle indiquait le lien entre ce qui se passait dans l'établissement et ce qui se passait en EMC. Et ça, on y tenait beaucoup. Hein. L'exemple type, quand on parle de la solidarité pour la santé en 5e, la solidarité, c'est aussi quelque chose qui concerne la vaccination. On se vaccine pour soi, mais on se vaccine aussi pour les autres. C'est le moment, et puis en même temps, ça met en jeu les pouvoirs publics qui essaient de garantir cette solidarité. C'est l'année où il y a la vaccination papillomavirus. Et on peut même aller aussi plus loin et dire qu'il y a aussi une question d'égalité homme-femme, parce que c'est proposé aux filles et aux garçons. Et là, on indiquait ça dans la colonne 4. Alors, cette dimension-là, on tenait beaucoup. Elle se retrouve dans les propositions de démarche, dans la colonne 3. Mais de manière générale, dans la concertation, j'en pensais que cette colonne 4 donnait du boulot en plus aux enseignants et c'était vu comme des points de programme supplémentaires. Bon, voilà, c'était vu comme ça. Tant pis pour la colonne 4. Voilà, elle a disparu. Alors, j'insiste bien dans cette structure sur l'intitulé de la 3e colonne. Démarche et situations d'apprentissage possibles. Là aussi, les concertations sont passionnantes parce qu'elles nous disent aussi des choses sur notre milieu. Parce qu'au départ, on avait marqué proposition de démarche et de situation d'apprentissage. Et au départ, le retour, mais vraiment quasi unanime, c'est trop directif. Alors au début, ça nous a énervé, on s'est dit, on met proposition, on nous dit c'est directif. Mais en fait, ça dit quelque chose sur ce qu'on appelle proposition dans notre milieu. C'est-à-dire qu'il y a peut-être plus de sagesse qu'il n'y apparaît dans cette réaction. C'est que très souvent, des choses sont présentées comme des propositions, puis en fait, faut les faire. Donc, on s'est dit qu'on allait prendre ça en compte autant que possible, et la DGESCO s'est dit qu'elle allait prendre ça en compte, et là, le nous est ministériel pour le coup, et on a décidé de mettre démarche et situation d'apprentissage possible. Donc, j'insiste bien là-dessus, c'est très important, ce n'est pas une liste de courses. Voilà. Ça veut dire que on ne va pas forcément toutes les faire, on ne va pas forcément faire que ça, et on peut adapter ces propositions. Ce sont vraiment des suggestions. Alors, on espère qu'elles sont bonnes et qu'elles permettent en particulier d'associer le côté droit et le côté pratique, ce qui est toujours délicat en EMC. Ce qui est véritablement impératif, ce sont les notions et les contenus. Les notions et les contenus, on considère que voilà, l'élève, à la fin de l'année, on doit avoir cherché à lui faire assimiler, comprendre
ces notions, ces contenus. Et les contenus, c'est vraiment quelque chose d'important. Ça correspondait aussi au côté on sait de quoi on parle. Voilà. On parle de ça, on veut arriver à ça. Si on insiste sur le possible aussi, comme on insistait sur les propositions, c'est parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause tout le côté innovation pédagogique de l'EMC. On le dit dans le préambule, mais vaut mieux que ça apparaisse aussi dans le reste. C'est-à-dire, oui, le travail collectif, oui, le débat réglé, oui, des projets que l'on peut, que l'on peut faire dans cet enseignement. Bien sûr, tout ça reste tout à fait d'actualité. Oui, le travail de l'oral, oui, la discussion, oui à tout ça. Puisque, et surtout, oui à ce qui est peut-être encore au moins autant que le débat réglé, l'ADN de l'EMC, c'est de partir de situations concrètes, d'analyse de choses concrètes pour faire comprendre, les choses. Donc, il ne s'agit pas de stériliser toute cette créativité. Il s'agit juste de dire vers quoi elle est orientée en termes de contenu d'enseignement. Voilà, on va continuer. Voilà. Alors, on avait dit qu'on avait une progression annualisée. J'ai envoyé un peu dans le lointain le référentiel, mais on va y revenir. J'ai donc une progression annualisée. Alors, bon, sur le CP, CM1, c'est vraiment du classique, hein. Moi et les autres, nous tous ensemble, la société. Bon, voilà, c'est du classique. À partir du CM2, on commence à rentrer davantage dans une dimension politique et juridique, même s'il y a des petites pierres d'attente dans les années précédentes. Vivre en République, apprendre à vivre dans une société démocratique, on est sur des concepts qui sont pas des concepts partisans, mais qui sont des concepts politiques. Si on continue vers le collège, voilà. Donc là, on retrouve, je vous l'avais dit, une articulation qui était déjà assez importante, c'est-à-dire, en gros, le cadre, la société et ce qui fait vivre, et ce qui fait bouger. On va retrouver ça au collège, on va retrouver ça au lycée, et là encore, c'est pas une nouveauté qu'en quatrième, on aborde la question de la liberté d'expression ou qu'en cinquième, on aborde la question des discriminations. Voilà, mais à chaque fois, vous remarquerez par exemple qu'il y a, c'est pour ça que c'est spiralaire aussi, qu'en troisième comme en terminale, il s'agit de savoir tout ce qui fait bouger, évoluer, tout ce qui anime la démocratie. Donc, c'est aussi des années où la question de l'engagement est particulièrement importante. Donc, on va continuer notre chemin avec les compétences. Alors, ça, c'était la chose du projet. Je vous ai rajouté tel que c'est après dans les programmes. Pourquoi je vous montre cette marguerite à l'esthétique particulière? Parce que, au fond, c'est comme ça que se présente le référentiel de culture démocratique du Conseil de l'Europe et qui a, à mon avis, un avantage intéressant. Il nous a semblé que pour faire un référentiel global sur la citoyenneté, c'était intéressant. C'est d'abord d'intégrer les connaissances et la réflexion. Et voilà. De ne pas être d'un côté les compétences, de l'autre côté les connaissances, parce que les trois quarts du temps, on n'en sort plus. On est toujours obligé de dire ah mais les compétences sont les connaissances sont les compétences. Voilà, là elles sont dedans. D'autre part, de distinguer attitude et aptitude. Alors peut-être que dans la rédaction des choses, nous n'avons pas assez fermement, ce qui apparaît maintenant, collectivement distinguer aptitude et attitude, mais les attitudes sont essentiellement des tours d'esprit et les aptitudes sont des savoir-faire. Ça veut dire que ce qui nous permet d'évaluer un peu au fil de l'eau les élèves en EMC, c'est le D et le C, c'est-à-dire les aptitudes et connaissances et compréhension critique. Ça, ce sont des choses évaluables. Il ne s'agit pas de donner des notes de citoyenneté, hein. On sait bien que c'est impossible et puis ce n'est pas le lieu, mais on viendra aussi peut-être dans les questions sur cette question de l'évaluation, mais il s'agit de dire que dans cet enseignement, il y a des savoirs et des savoir-faire, et que ces savoirs et ces savoir-faire sont l'objet d'une évaluation qui correspond en fait à
une prise au sérieux et qui aident à une prise au sérieux de cet enseignement-là. Alors voilà comment il se présente ensuite. On va changer de diapositive. Voilà. Il se retrouve, voilà, c'est cette marguerite qui se retrouve un peu. Alors, comment on l'a remplie, notre marguerite? Alors, on l'a remplie, d'abord en reprenant des éléments du référentiel de culture démocratique qui est très bien fait, mais surtout en ajoutant des éléments de tous les référentiels qu'on avait sur la citoyenneté. Voilà. Pour essayer de faire quelque chose qui est synthétique et de se dire: quand on travaille l'éducation à la citoyenneté, c'est ça qu'on travaille. Voilà. Ça nous a semblé que ça pouvait aider, en tout cas nous espérions que ça pouvait aider à clarifier les choses. Alors on va continuer avec voilà, maintenant la manière dont on a intégré, l'éducation média à l'information et l'éducation au développement durable. Alors c'est vrai que c'était un peu, ce qui a été un peu surprenant, c'est que dans la concertation, on n'a pratiquement rien entendu là-dessus. Alors, on va faire une lecture un peu optimiste. Si on n'a rien entendu là-dessus, c'est qu'il y a un accord unanime, voire un enthousiasme, très vif, quoique silencieux, sur ces questions ou en tout cas, peut-être plus je sais pas, plus normalement que ça semble aller de soi, en fait. Je pense que voilà, ça ne choquait personne. Par contre, il y a eu des inquiétudes sur l'EMI, faut le savoir, des inquiétudes de la part des professeurs documentalistes. Les professeurs documentalistes qui sont, au terme de la circulaire de 2022, les chevilles ouvrières de l'éducation aux médias et à l'information dans les établissements, ont craint que, l'EMI soit absorbé par l'EMC et que finalement on ne fasse plus de l'EMI que dans le cadre de l'EMC. J'ai expliqué tout à l'heure à quel point c'était pas ça, c'est très important et effectivement, on le voit très bien ici, hem nous n'abordons le MI et le DD que par rapport à la thématique de l'année. Donc nous ne faisons pas un programme de MI, nous ne faisons pas un programme de DD. C'est pour ça que nous n'avons pas fait le programme avec une colonne EMI, une colonne EDD, ce qui aurait abouti effectivement à faire plusieurs programmes associés pour le professeur. Alors, je vais donner quelques exemples simples. Par exemple, en CM2, quand on est sur vivre en République, c'est important de savoir que vivre en République, c'est avoir des libertés, mais que l'information est concernée. Et que, par exemple, la CIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant, eh bien, l'enfant aussi a droit à l'information. Là, on a mis liberté, j'ai mis liberté de l'information pour simplifier, mais en fait, il y a même un droit à l'information et ça peut être le moment où on commence à mettre en rapport l'importance de l'information et comme composante de la citoyenneté. De même que quand on explique vivre en République, on explique pour la première fois très rapidement qu'il y a une constitution. Dans cette constitution, il y a une charte de l'environnement, ça peut être intéressant à dire. Quand on est en sixième et qu'il s'agit de vivre dans une société démocratique et qu'on est sur une question qui est délicate et qui est délicate de nos jours, qui est bousculée de nos jours, qui est la distinction entre vie privée et vie publique, ça vaut le coup d'aborder la question de la vie privée publique en ligne, avec l'énorme difficulté qu'on a dès l'instant qu'on est sur ces questions-là. Ils ne sont pas censés être sur les réseaux, mais ils y sont quand même. Donc on en parle sans en parler tout en parlant, on en parle comme quelque chose d'extérieur. C'est pour ça qu'on va leur expliquer pourquoi le législateur a mis la majorité numérique à 15 ans. Mais vie privée et vie publique en ligne pour des élèves de sixième, droit à l'intimité, droit à l'image, c'est pas quelque chose d'anecdotique. C'est de l'éducation aux médias et à l'information, mais c'est adapté à ce qu'on est en train de faire. De même, quand en sixième, on est sur la thématique de la représentation, quand on explique rapidement, on y reviendra pour les institutions, qu'il y a des élus à la mairie, qu'il y a des élus jusque de proche en proche jusqu'en Europe, et voilà, eh bien, c'est intéressant de le faire au moment où on élit les éco-délégués. Voilà. J'ai mis d'ailleurs au passage qu'on commençait le filage des ODD. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, les objectifs de développement durable sont disposés aussi selon les thématiques et les années. Si on continue notre tableau, voilà, avec
la diapositive suivante. Ah, Jérôme, tu t'es repenti d'avoir mis la diapositive suivante, mais c'était bien. Voilà, merci. Merci. Donc, effectivement, on a, voilà, en seconde, quand on est sur tout l'espace de liberté, toute la problématique de la liberté de la presse est abordée, et on essaye d'aborder ça de façon, relativement équilibrée, avec le versant liberté, information, avec, la question du statut de la liberté de la presse, du statut des journalistes selon les pays. C'est pour ça qu'on recommande on conseille, dans les choses possibles, de travailler sur les rapports de Reporters sans frontières qui sont très, très intéressants. Beaucoup de nos élèves n'ont absolument pas conscience qu'ils sont dans un pays où il y a une liberté de l'information et que c'est pas, évident ailleurs. Donc le côté liberté qui nous semble important et dire: «Voilà, ça fait partie de la démocratie» et puis aussi le côté, régulation des réseaux sociaux. Bon, c'est en général un vrai problème qu'on a par rapport à l'EMI, c'est que comme on est dans le cadre de l'EMC et de la citoyenneté, on est beaucoup sur les enjeux démocratiques, discrimination. Vous avez peut-être vu dans le tableau précédent qu'en cinquième, on parle du harcèlement en ligne et des discours de haine autour des discriminations. Bon. Donc, on va être souvent sur un discours très normatif. On essaye que non, on essaye de montrer aussi que c'est bien qu'il y ait du débat, on essaie de le montrer en troisième, on essaie de le montrer en terminale, mais on va être forcément sur un discours plus normatif et c'est pour ça qu'on ne fait pas l'ensemble de l'éducation aux médias et à l'information, hein. Il y a actuellement des programmes pour le cycle 4 d'éducation aux médias et à l'information en cours de rédaction qui, eux, vont beaucoup plus vers la construction en positif d'une culture informationnelle. Mais dans le cadre de l'EMC, c'est vraiment le rôle de l'EMC de voir les implications démocratiques d'une liberté et de son abus. Voilà. Bon, de même qu'on a essayé parfois de combiner les choses avec, en terminale, quand on est sur les enjeux contemporains de la démocratie, ce qu'il a fait vivre, la question de la réception des discours scientifiques avec l'exemple du changement climatique. On va continuer avec d'autres thématiques et on va bientôt arriver, je vous rassure, on va bientôt arriver au bout. Donc, tout d'abord, la question des institutions. Alors, vous voyez là, on a vraiment essayé de faire les choses progressivement. Et donc là, il faut faire très, très attention de ne pas tout dire à chaque fois. Je prends un exemple très simple. En cinquième, on est sur ce qui tient ensemble le pays, ce qui tient ensemble la société. Donc, on a la question des territoires qui sont très différents et le fait que le Sénat est conçu pour représenter les territoire, en partie. Bon, il ne s'agit pas à ce moment-là, on est en cinquième, de s'appuyer avec les élèves toute la mécanique de la navette parlementaire, tout le rôle exact du Sénat, toute l'histoire du Sénat, c'est pas du tout le problème. C'est vraiment de dire, voilà, depuis le primaire, le sixième, vous savez qu'il y a des élus, a fait les échelles de la représentation l'année précédente, parmi les élus, il y a les sénateurs. Ils ne sont pas élus comme les autres. Pourquoi ils ne sont pas élus comme les autres? Et là, on remarque qu'il y a beaucoup de conseillers municipaux parmi les électeurs du Sénat. Et parce qu'on considère que justement, ils représentent des territoires qui sont très divers. Et là, on peut l'aborder par une situation où il y a une intervention du Sénat sur une question territoriale, mais on n'ira pas plus loin que ça. On ne sort pas de cette question de dire on essaye de représenter la diversité des territoires. Pareil, on évoque les collectivités locales, mais quand on évoque les collectivités locales, c'est important de savoir qu'on y revient en première, avec des élèves un peu plus affûtés, en tout cas un peu plus mûrs, et que là, on va pouvoir être dans le détail. Donc, il faut vraiment se dire que si on essaye de faire revenir les choses plusieurs fois, c'est précisément pour qu'on ne soit pas obligé de tout dire à chaque fois. Le but, c'est pas que les élèves aient une connaissance ultra précise du fonctionnement ultra concret des institutions, c'est qu'ils en comprennent l'esprit et la fonction. Si déjà l'élève comprend à quoi ça sert. Voilà. Quand un jeune électeur dit: «Je ne sais pas», il ne dit pas: «Je ne sais pas comment fonctionne le conseil régional», jamais. Il va dire: «Je ne sais pas à quoi il sert». Donc à chaque fois, on essaye d'être voilà,
ne pas rentrer dans un énorme détail, mais de revenir sur des principes. De même, quand on aborde l'état de droit en quatrième, il y a plein de définitions de l'état de droit, mais l'idée que même la force publique, même les agents de l'État sont soumis à la loi, ça se comprend. Et c'est peut-être ça qui est le plus important. Le Conseil constitutionnel, pareil, plutôt que son procédure de nomination et sa fonction, à quoi il sert. Voilà, ça me semble vraiment important et j'y reviendrai en conclusion, mais c'est tout l'esprit de l'EMC. Qu'est-ce qu'on essaye de faire dans une démocratie? Une institution, qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Voilà. Je reviendrai. Alors de même, vous voyez qu'on aborde les choses en ventilant, et puis il y a 2 moments, en troisième ou en terminale, où on regarde le système dans son ensemble, la Constitution dans son ensemble. Mais il ne faut pas, comment dirais-je, sauter des barreaux de l'échelle. Voilà, quand on parle du Sénat en cinquième, on n'a pas besoin de parler de la Constitution dans son ensemble. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que pour moi, pour un enseignant qui a quand même des horaires qui sont limités avec les élèves et des points et quand même beaucoup de choses à aborder, c'est très important de savoir ce qu'il n'a pas besoin de faire, là où il n'a pas besoin d'aller, parce que l'élève va le voir plus tard. Et de voir à quel niveau il peut s'arrêter, ça me semble fondamental. Alors, on va continuer et on va être plus rapide et je vais bientôt pouvoir conclure. Donc, avec les éléments EMI en rapport avec la défense et la cohésion nationale, ça, je ne vais pas détailler ce tableau-là, mais c'est pour illustrer le fait que on a tenté de donner part aux éducations. Vous avez vu qu'il y a aussi des références qui sont prévues à le AVS, à l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et on a aussi voulu insister sur les éléments qui sont en rapport avec la défense. Alors de deux manières. Traditionnellement, en- la défense était plutôt en troisième. Là, on l'a changé, on l'a mise en quatrième. D'abord parce que les classes engagées sont en troisième le plus souvent et donc ça nous a semblé bien. Et aussi parce qu'on l'a mis dans une thématique sur les libertés. Le but, c'est aussi que des enseignants qui sont réticents parfois pour l'éducation à la défense, parce qu'ils le voient comme une apologie de la chose militaire et de la guerre, puissent voir la défense autrement. La défense comme une nécessité pour la démocratie. Dans le contexte géopolitique où on est, c'est pas trop difficile. Et puis aussi de l'aborder au travers de choses qui sont un peu plus, je sais pas comment dire, je cherche un mot académique, un peu plus attrayante, dirons-nous. Par exemple, la guerre informationnelle en quatrième, on peut toujours donner des exemples de guerre informationnelle et de manipulation de l'opinion, c'est assez intéressant. De même que les guerres hybrides en première, là encore, on peut toujours donner des exemples de déstabilisation. C'est quelque chose qui est très important. Et là aussi, qui est intéressant parce que c'est ce que rappelle Viginum, qui est l'organisme qui surveille toutes ces tentatives de manipulation. C'est que toujours les tentatives de manipulation cherchent à diviser, en fait, à accroître les divisions de la communauté nationale. Donc c'est intéressant d'avoir ça, par exemple, dans le cadre de la première, où on est sur ce qui permet de vivre ensemble. Ça permet aussi de mettre des enjeux de défense qui sont un peu plus accessibles aux élèves et un peu plus interpénétrés avec la vie civile. Voilà, il me reste à conclure pour avoir le temps d'échanger avec vous. Donc, en conclusion, je ne vais pas reprendre ce que j'ai déjà dit et qui a été déjà assez répétitif. Mais je voudrais des choses sur l'esprit dans lequel on fait l'EMC, dans lequel on a fait les programmes, mais dans lequel aussi, je pense, beaucoup de gens enseignent ou forment en EMC. D'abord, il ne faut pas leur faire visiter un Disneyland démocratique. Il ne faut pas leur faire croire qu'en démocratie, tout le monde a de l'esprit critique, aime la diversité, a le respect de l'autre et un échange. Parce qu'autrement, si on fait ça, dès qu'ils ont des fois, déjà parfois, ils ont parfois une expérience humaine dure. Quand ils ne l'ont pas, dès qu'ils peuvent regarder ce qui se passe à côté, on est disqualifié. Il faut montrer ce qu'on cherche à faire. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la laïcité? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec la démocratie? Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec les collectivités locales? Et c'est très important quand on enseigne des valeurs et des principes. Les valeurs, c'est des préférences collectives, c'est ce qu'on essaye
d'incarner ce qui doit nous guider. Mais il n'est déjà pas simple pour un individu de vivre tout le temps en conformité avec ses valeurs, c'est encore moins simple pour un collectif. Donc, vous voyez, c'est tout notre problème, c'est qu'en fait, on doit déniaiser leur rapport au monde sans faire d'eux des cyniques ou des naïfs. Et donc, montrer ce qu'on cherche à faire me semble important. Deuxième élément, toujours sur cette question des valeurs, la pierre de touche, il me semble, c'est vraiment, alors on a essayé d'y insister, elle est dans le référentiel aussi, c'est la dignité de la personne humaine. C'est effectivement l'archi-valeur des démocraties. Et en fait, les droits, les libertés, même la défense d'un ordre public qui est régulé par des lois, qui n'est pas forcément donc immobile, mais qui est légal, c'est toujours pour ça qu'on le fait. Donc, c'est pour ça aussi que c'est très important de montrer que la République, c'est la version française de la démocratie. Donc, elle a des singularités, s'inscrit dans le cadre des démocraties, et derrière, il y a cette archive-là. Et enfin, voilà, je vous l'ai dit, ce n'est pas un programme qui renverse la table, même s'il y a une dimension juridique qui est un petit peu plus forte, qui va aller de pair avec éduc droit en quatrième et en troisième, même si on a essayé de clarifier les contenus, on a essayé de donner de la cohérence. C'est la poursuite d'un travail entrepris depuis 2015 et un travail donc qui reste tout à fait actuel. Voilà, je vous remercie et je suis prêt à échanges, questions, et puis je pense qu'il y a beaucoup de choses dans le chat, à mon avis, au fur et à mesure. Ne me laissez pas tout seul, vous êtes, autrement je vais. Katia, je te laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général, c'était très éclairant. Katia, je te laisse dire quelques mots, j'enchaîne. Oui, 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 tout à fait. Alors, soit on laisse un petit temps de questions maintenant, soit tu préfères qu'on enchaîne. Alors, le diaporama sera transmis, bien sûr. Hein, Jérôme va nous le transmettre et on vous le partagera. Soit on Alors, à enchaîne, soit moins on que vous, prend vous quelques questions, enchaîniez peut-être. et on fait les questions ensuite, si vous voulez. Oui, Oui, Jannick. l'idée, c'est sans être trop répétitif, de vous présenter quelques points un peu saillants de l'organisation de ces Parfait. programmes, vous aider à les mettre en œuvre, en fait. Peut-être qu'on va enchaîner, Oui, on on va va essayer d'être enchaîner. concis, pas trop répétitif, mais on sera répétitif, hein, forcément, et pour ensuite laisser la parole largement à l'auditoire pour poser des questions, en particulier à monsieur l'inspecteur général, puisque nous avons la chance de l'avoir aujourd'hui parmi nous. Et, Je propose d'enchaîner. Alors, et Alors, peut-être Jérôme, Chastan. l'idée, ce serait que les questions passent par le chat ouais, et Oui. que vous puissiez poser les questions dans le chat et à partir de ouais. là, voilà. Donc je propose. Alors, Voilà, on va peut-être passer directement à la deuxième. Fatia, je te Oui. laisse la parole. Oui, donc comme on vous l'a indiqué, comme vous l'indique Jannick Julienne, on vous propose une espèce de petite déclinaison, une réflexion un petit peu pédagogique sur la façon dont on pourrait mettre en œuvre ces programmes autour de 4 points sur lesquels on va essayer d'aller vite, mais qui vont recroiser avec ce qu'a dit Jérôme Grondeux. D'abord, comprendre la logique des programmes, leur construction. On vient d'avoir un passage vraiment très clair là-dessus. On va juste réinsister sur 2 ou 3 éléments qui peuvent être intéressants pour la mise en place en classe. Voir de quelle façon on peut articuler l'EMC autant avec les disciplines qu'avec les fameuses éducations A, EDD, EMI, EVARS. Et puis, on s'intéressera aux situations d'apprentissage possibles. Hein, Jérôme Grondeux l'a indiqué. Ce n'est pas une discipline, c'est un enseignement. Donc, ça implique des démarches qui partent de situations concrètes et ça implique une variété de pratiques et de situations d'apprentissage. Et on finira sur cette question évoquée par Jérôme Grondeux, la question de l'évaluation. Comment évaluer dans le cadre de l'EMC en respectant ce que l'EMC est, c'est-à-dire un enseignement, une éducation, une forme d'éducation également à des valeurs. Allons-y. Alors, première partie, on va revenir un peu voilà, sur la logique des programmes et peut-être sur l'organisation du déploiement des programmes. Donc, je vais insister un petit peu sur cette diapositive. Alors, sans être trop répétitif, ce qu'il faut vraiment avoir en tête pour construire la mise en œuvre de ces programmes, d'abord, c'est que l'objectif, ça, monsieur l'inspecteur général a beaucoup insisté dessus, l'objectif reste le même. Hein, il s'agit de transmettre une culture démocratique et républicaine et développer les compétences civiques des élèves. Donc ça, là-dessus, on est vraiment dans la continuité et comme il a été dit, il y a beaucoup d'éléments de continuité en fait hein, dans ces programmes.
L'organisation a cependant un peu évolué puisque des objectifs annuels ont été introduits. Donc, on sort de la logique de cycle dont on était déjà un petit peu sorti, mais voilà, ça n'avait pas été forcément traduit effectivement. Et puis, deux choses importantes aussi à préciser à partir de cette diapositive, c'est le fait qu'il y a maintenant un accent qui est porté beaucoup plus explicitement sur l'interdisciplinarité, la transdisciplinarité avec les liens aux éducations A. Même si, effectivement, ces programmes ne vont pas absorber les éducations A, mais les valoriser, enfin les mettre en œuvre de façon beaucoup plus explicite. Et la dernière chose sur laquelle je voulais insister, qui va être importante à avoir à l'esprit pour la mise en œuvre de ces programmes, c'est le fait que ces programmes reposent explicitement sur 4 grands domaines qui ont été montrés tout à l'heure avec cette jolie tulipe qui nous vient du Conseil de l'Europe, effectivement. Donc, ces domaines, très rapidement, sont les connaissances, en particulier donc, les notions et les contenus qui sont impératifs, donc les connaissances, les valeurs et les principes, dont on a beaucoup parlé aussi, les attitudes, ou pour reprendre l'expression de Jérôme Grondeux, le tour d'esprit, hein, des choses très importantes comme par exemple le respect, l'engagement, donc quelles attitudes attendre des élèves, et enfin les aptitudes, écouter, observer, la capacité à s'exprimer, des savoir-faire en quelque sorte. Voilà, donc c'est cette articulation entre ces 4 domaines qui va orienter la mise en œuvre de ces programmes. On peut avancer. Alors, je passe la parole à Sadi Alioua sur cette diapositive. Oui, bah, je vais être très rapide sur cette diapositive qui a pour but de montrer en fait que la mise en œuvre des programmes de MC, les nouveaux programmes, va être échelonnée avec une logique de cycle, c'est-à-dire qu'en fait ces programmes vont être mis en place donc sur 3 ans. Donc à partir de cette année jusqu'à la rentrée scolaire 2026-2027. Et donc pour cette année sont concernés donc dans un premier temps donc les classes de CP, CM1, 5e, donc selon une logique de cycle, et ensuite au niveau du lycée les classes de seconde. Et ensuite en 2025, puis 2025-2026, puis 2026-2027, il y aura une montée en puissance de ces nouveaux programmes. Donc, ces programmes aussi, hein, monsieur l'inspecteur général a beaucoup insisté là-dessus, donc je vais être assez rapide sur une mise en œuvre qui est à la fois progressive et spiralaire. Le but, c'est que les élèves s'approprient petit à petit des notions, en particulier des thématiques, qui vont revenir petit à petit et qui vont permettre aussi un approfondissement. Donc, dans une logique de progressivité, et logique de progressivité que l'on voit clairement hein, dans les programmes, puisque dans la colonne notions, par exemple, sont indiqués clairement que la notion a été traitée à un niveau donné, qu'elle est revue donc dans une classe de l'année, et donc avec cette approche qui se veut une approche progressive. Donc le but, c'est de permettre petit à petit aux élèves de s'emparer, de s'approprier des notions et des thématiques en particulier. Et donc la logique, c'est aussi de faire le lien donc avec les éducations A, donc en particulier hein, donc éducation au développement durable, éducation également aux médias et à l'information. Alors clairement, hein, le but c'est de s'ancrer dans une dimension liée aux éducations A. Ce n'est pas faire que de l'éducation A, mais en tous les cas d'avoir une approche qui puisse aussi intégrer donc ces éducations à la citoyenneté qui sont importantes. Et pour cette approche, il est aussi important de prendre en compte les VARS, hein, qui est également importante, hein, donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et également intégrer donc tout ce qui relève donc, de ces éducations A. Jérôme, à toi Moi, sur les horaires voie d'accord. générale et techno peut-être? Alors, sur les horaires en voie générale et technologique, hein, là aussi, il y a une continuité, c'est-à-dire qu'on est sur des choses qui existaient déjà. Donc, une demi-heure donc, en collège, le MC, en tout cas l'exercice du programme d'MC stricto sensu et le domaine des professeurs d'histoire-géographie, avec à chaque fois donc 30 minutes de MC, c'est-à-dire 18 heures sur l'année
dans le cadre des 3 heures d'histoire-géographie UMC, 6e, 5e, 4e et des 3h30 en 3e. En lycée, même horaire, 18 heures qui sont annualisés dans les différents niveaux du lycée. Une nouveauté qui est sur le cycle 4, l'idée d'un horaire qui serait dévolu à l'action de concours, de projets liés à l'EMC chaque année. Et donc, dans le cadre des moyens de l'établissement, les professeurs peuvent bénéficier dans ce cadre-là, pas uniquement les professeurs d'histoire-géographie d'ailleurs, ça peut être évidemment sur un travail en équipe, d'enseignement supplémentaire dans la limite de 18 heures, mais là, encore une fois, ça dépend évidemment de la situation de l'établissement en matière de ce qu'il a comme de disponibilité sur ses moyens propres. Donc en 5e cette année, en 4e l'année prochaine, en 3e dans 2. En voie professionnelle, donc les horaires sont également sur une logique annualisée. On est sur un petit peu plus d'heures qu'on avait avant. En CAP, sur la première année, on sera sur 14h30 et en terminale sur 13h. Bon, les collègues de voie professionnelle le savent, ils sont bivalents. Donc, vous voyez ici la possibilité de conduire des projets plutôt en interdisciplinaire, notamment avec la valence lettres, ça reste tout à fait possible. En bac pro, en seconde bac pro, on sera sur une quinzaine d'heures et comme il y a 3 sous-thèmes, on peut être sur à peu près 5 heures par sous-thème, mais là aussi, la liberté pédagogique des enseignants permet de moduler en fonction de la nature du projet ou de la démarche que l'on souhaite envisager. En première bac pro, on est sur 14 heures, soit à peu près 7 heures par sous-thème, et en terminale bac pro, 14 heures également, soit 7 heures par sous-thème. Alors, donc Jérôme a parlé de ce qui était un petit peu la structure du programme. On a fait un petit résumé finalement. Vous avez des éléments dans ce qu'on dit du programme, qui est, je vous rappelle, le seul texte qui a valeur d'obligation. Il y aura des fiches, il y aura des ressources d'accompagnement, mais ces ressources d'accompagnement restent indicatives. Mise en avant du thème, qui globalise l'année avec les notions fondamentales. Un passage avec attendu, objectif, qui donne les grandes orientations et finalement les grands axes qui peuvent être mobilisés sur les notions comme l'état de droit, sur la laïcité, sur les liens qui existent. Un horaire qui est donné, alors soit une fourchette horaire, soit un horaire complet, donc ça dépend, dans le cadre de sous-thèmes qui vont un petit peu. Alors, ça aussi, c'est nouveau, puisqu'avant, il y avait une liberté à peu près intégrale en termes d'horaire sur le précédent programme de FC. Là, il y a véritablement quand même des axes qui sont donnés. Et ensuite, les 3 parties du tableau que Jérôme a déjà développées, donc je n'irai pas plus loin, c'est-à-dire les notions, les contenus qui mettent en route ces notions et qui permettent de faire travailler ces notions, sur l'état de droit par exemple, avec les attributs de ces notions finalement, l'indépendance de la justice, le droit qui est les pouvoirs publics soumis au droit, l'égalité devant la loi, etc. Et voilà, les attributs fondamentaux à développer, et ensuite des démarches, des situations d'apprentissage, et encore une fois, donc s'il y a marqué possible, c'est que ce sont des possibilités, on peut les faire telles quelles, on peut les faire autrement, mais voilà, on est sur des exemples et il ne faut pas dire que vous êtes intégralement obligé de faire comme c'est écrit. Là, c'est véritablement votre liberté pédagogique qui s'exerce. Donc, voilà pour cette question de la prise en compte générale des programmes. Deuxième axe de notre intervention, c'est ce qui est un petit peu les points marquants de ce nouveau programme, c'est l'articulation avec les disciplines et aussi les éducations 1, puisque le MC doit être en lien avec, à chaque fois, être un support d'interdisciplinarité. Oui, et dans la réflexion que nous avons menée, nous avons constaté, je pense que vous l'avez constaté également à la lecture des programmes, c'est que des articulations sont possibles également avec la géographie. Alors, comme l'a dit Monsieur Grondeux tout à l'heure, l'objectif, ce n'est pas de faire de l'EMC une approche spécifique à l'histoire ou à la géographie, mais là, dans notre réflexion, ce qui est apparu, c'est que des liens étaient possibles, donc qui peuvent aussi permettre donc d'ancrer l'approche par rapport au thème des programmes de 5e et de seconde. Alors, programme de 5e, par exemple, avec le sous-thème la solidarité et ses échelles,
et une approche par exemple liée aux risques environnementaux, donc la solidarité face aux risques environnementaux, et qui permet de faire un lien aussi avec le thème 3 du programme de géographie. C'est possible également en seconde, hein, puisque on a également en seconde donc une approche qui est liée à la protection de l'environnement et de la biodiversité dans le programme de MC. Et là, des parallèles peuvent être opérés aussi avec le premier thème de géographie, société et environnement. Alors, pour vous aider dans cette approche, alors Jérôme, tu peux passer à la diapositive suivante. En fait, ce que l'on a constaté et que l'on met en valeur dans ce tableau, c'est que ces liens, ces articulations peuvent être faits, par exemple, à travers donc, des notions donc, de la géographie, le vocabulaire de la géographie, avec des termes qui apparaissent clairement dans les nouveaux programmes d'EMC, hein, que ce soit en 5e ou en seconde. Je pense évidemment au terme de risque, par exemple, en 5e. Les deux des 3 P apparaissent également. Prévision et prévention sont dans les programmes. Donc là, des parallèles sont possibles également. Cela est possible également en classe de seconde, hein, avec les notions d'environnement et de biodiversité. Et j'ai souhaité faire apparaître aussi dans ce tableau des notions de la géographie qui apparaissent également en filigrane et qui permettent de faire des liens, que ce soit par rapport, par exemple, à la protection, que ce soit par exemple en lien avec la résilience en classe de 5e, ou tout ce qui est lié au droit de l'environnement en classe de seconde. Alors, ces articulations, ces parallèles sont possibles également à travers la démarche, donc la démarche opérée. Alors, dans le programme de 5e, c'est d'autant plus opérant que le terme d'échelle apparaît, et évidemment, la démarche géographique est une démarche à différentes échelles. La démarche par acteur apparaît également, et elle apparaît clairement dans les nouveaux programmes. Hein, par exemple, en 5e, différents types d'acteurs peuvent être mis en évidence en lien avec les citoyens, donc à l'échelle de l'élève aussi. Et la démarche géographique, elle peut être aussi mise en lien avec ces nouveaux programmes de MC, donc par rapport également à l'approche par le droit, par rapport à des textes juridiques, par exemple la loi du 13 août 2004 relative à la sécurité civile. Cela peut être lié aussi à des capacités, par exemple en classe de seconde, mais donc il y a des liens véritablement qui peuvent être faits sans évidemment faire de cette approche une approche spécifique à la géographie. Alors, ces nouveaux programmes de MC intègrent aussi explicitement donc, le travail sur les compétences psychosociales pour faire référence à ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Vous vous souvenez, les 4 domaines. Ces compétences psychosociales, elles se rattachent à 2 de ces domaines en particulier, à savoir les aptitudes et les attitudes. Et ça, c'est intéressant de voir que ces programmes, vous avez un exemple sous les yeux, fait un lien direct et vous explique comment intégrer ce travail des compétences psychosociales. Donc, juste pour mémoire, hein, les compétences psychosociales, ça désigne les attitudes psychologiques qu'un individu met en œuvre pour s'insérer et agir dans la société. Donc, on est vraiment au cœur du projet citoyen, du parcours citoyen et de l'EMC. J'en dirai pas plus, je propose de passer à un autre exemple de lien avec les éducations A. On y a fait allusion à plusieurs reprises aussi, c'est important de le souligner. Ces programmes de MC permettent d'intégrer aussi l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, et donc en lien avec l'éducation à la citoyenneté, donc articulation entre les 3 éléments. Comment est-ce qu'on peut intégrer cette éducation A? Là, ce qui est suggéré sur cette diapositive, c'est de travailler par exemple sur un projet qui explicite ce lien et de solliciter des partenariats. Ça, on va y revenir juste après. C'est une entrée privilégiée dans la mise en œuvre de ces programmes. Et pour cette éducation A, c'est particulièrement opportun. Alors, je propose qu'on avance encore. Alors, quelles sont les situations d'apprentissage, c'est-à-dire très concrètement, quelles sont les propositions que l'on peut intégrer dans les choix pour la mise en œuvre de ces programmes?
Alors, plusieurs points qui sont importants à souligner et qui sont bien mis en évidence par ces programmes, même si on a insisté, monsieur l'inspecteur général a insisté à plusieurs reprises, on a eu l'occasion d'y revenir à plusieurs reprises. Les programmes sont suffisamment ouverts pour laisser vraiment une large part à la liberté pédagogique des enseignants et donc au choix de comment transcrire ces programmes dans la classe, dans les situations d'apprentissage. Il y a quand même une voie qui est privilégiée, hein. Tout à l'heure, ça a été évoqué, notamment s'agissant des horaires de l'EMC. L'accès, enfin la modalité de mise en œuvre privilégiée, c'est quand même la pédagogie de projet. C'est pas nouveau, c'était déjà le cas pour les programmes de 2015, mais il y a clairement un accent sur cette pédagogie de projet, avec notamment un projet obligatoire par année en cycle 4. Autre point qui est important à souligner, c'est que la pédagogie qui est proposée, elle repose très largement sur des compétences orales. Là aussi, Jérôme Grondeux y a fait allusion tout à l'heure, c'est pas nouveau, ça a déjà été introduit dans le programme précédent, mais l'accent continue d'être porté sur les compétences orales, le travail coopératif, grâce à un ensemble de situations très différentes. Alors, vous en avez des exemples ici sous les yeux. On va peut-être passer à la diapositive suivante pour approfondir un peu ça. Donc là, vous avez d'autres exemples aussi de différents types de projets et de liens avec d'autres dispositifs, par exemple EducDroit et l'éducation financière aussi. Je ne vous lis pas la diapositive, hein, on vous déposera le PowerPoint. Peut-être ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, pour éviter les redites, c'est sur l'encadré en rouge que vous avez à droite et sur les points de vigilance, en fait, sur cette notion de projet qui est au cœur des programmes. Donc, quelques points de vigilance importants à avoir en tête. Le fait que l'élève doit être véritablement engagé dans le projet. Hein, ce n'est pas un projet qu'on lui présente et dans lequel il va s'insérer. Il doit aussi co-construire ce projet, être véritablement acteur du projet. Le projet doit déboucher sur une réalisation, une production qui peut être plus ou moins ambitieuse et prendre des formes extrêmement variées, mais il y a quelque chose de concret en fait dans l'aboutissement de ce projet. Et puis bien sûr, et ça c'est vraiment le travail de l'enseignant plus que celui de l'élève, le projet doit s'intégrer dans une planification. Donc ça doit être vraiment, les étapes doivent être envisagées pour pouvoir accompagner les élèves et construire ce projet. Voilà, donc deux points de vigilance aussi sur le support. Donc les objectifs d'apprentissage doivent être clairement explicités en amont, rappelés tout au long du projet. La démarche de projet doit inclure donc aussi des tâtonnements. Ça, c'est l'appropriation par l'élève qui le veut. Si l'élève n'est pas véritablement acteur du projet, c'est assez simple de se laisser couler dans une organisation, si vous me passez l'expression. Mais si l'élève est véritablement acteur du projet, ben, fatalement, il va se heurter à des écueils, etc. Et ça fait partie de l'apprentissage dans le cadre d'une pédagogie de projet. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. On peut avancer. Alors, cette question du projet, elle se manifeste évidemment dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté, hein. Je ne reviens pas sur ce que Jérôme Grondeux a dit sur la question de l'éducation à la citoyenneté qui dépasse le cadre de l'EMC, hein, qui intègre la participation des élèves aux instances, qui intègre ces projets, hein. Donc c'est finalement dans un projet, ce qui peut être intéressant, c'est de s'appuyer sur le programme et le travail en EMC pour lancer un projet. Alors, quelques éléments qui semblent importants. Alors, la question de la place dans l'emploi du temps, évidemment, hein, qui est discutée. On revient à la question des 18 heures en cinquième qui peut aider à ça. Et j'insiste encore sur le rôle du CDI, notamment sur l'apprentissage de la recherche d'informations, sur l'identification de partenaires qui vraiment peut avoir un capital, hein. Pour voir régulièrement des productions, par exemple, de concours, les professeurs documentalistes sont souvent extrêmement importants. Donc les réalisations peuvent être multiples, hein, avec que ce soit des visites de lieux, des rencontres de personnalités, une production pour un concours, un chef-d'œuvre, etc. Avec malgré tout quelque chose qui avoir à l'esprit que on va visiter un lieu, on va rencontrer une personnalité, toujours avoir à l'esprit comment on va ensuite en faire quelque chose, le valoriser et finalement l'intégrer soit sous la forme de valorisation à l'échelle de l'établissement, à l'échelle de l'élève, hein, et quelque chose pour les parents, les partenaires,
Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui est indissociable, ce sont ces réalisations et la façon finalement dont on en ressort quelque chose et dont on en laisse véritablement une trace, hein. Et en termes d'évaluation, en effet, peut-être réfléchir à échanger avec les élèves sur l'apport finalement qui a fait le projet. Donc là, vous avez Vademecum, notamment sur en cycle 4, sur l'éducation à la citoyenneté, qui propose finalement pas mal de choses et qui peuvent être évidemment intéressants, même à d'autres niveaux, pour donner des idées à consulter. Concours scolaire et pédagogie de projet. Donc les concours sont des vecteurs absolument fondamentaux. Donc je vais pas passer, faire une liste, hein. Vous avez différentes catégories, les concours historiques, le plus connu étant le CNRD, mais vous en avez énormément. Et j'ai mis celui sur la colonisation de la guerre d'Algérie, qui est un des plus récents, mais la flamme de l'égalité est aussi un concours qui devient important. On a parlé de la dimension juridique et de l'éducation au droit. Et donc vous avez des concours qui peuvent être des supports, hein. Découvrons notre constitution en 3e, par exemple, avec le Conseil constitutionnel. Ça peut être un support de travail, justement, puisque le but, c'est de faire des productions qui expliquent comment, justement, l'état de droit, la Constitution protège les citoyens. Et donc, évidemment, là, on est en plein dans l'exercice programme, du programme de 3e. Et au niveau de l'ENI, les concours qui sont aussi liés au CLEMI, hein, médiatique, zéro cliché. Donc, vous avez, là, vous pouvez pour le coup me contacter, mais vous avez aussi des éléments sur une page où on a rassemblé, en fait, sur le site Histoire Géo de l'Académie Créteil, tous les concours. Et vous avez un webinaire aussi sur cette page où vous avez des personnes qui ont participé à des concours avec certaines expériences sur la question, qui expliquent, qui donnent des indications. Donc ça aussi, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour finir, donc, d'autres exemples de démarches et de contenu, hein. On a évidemment participation à des débats, on revient sur l'oral, les exposés, mais comment ensuite penser sur les exposés, la reprise, les échanges avec les autres élèves et voir ce qui peut en rester de commun finalement, parce que l'exposé va être le travail d'un élève, mais comment on en fait un travail commun. La recherche documentaire, hein, là, bien sûr, l'ENI, l'initiation à la recherche documentaire est quand même un enjeu absolument fondamental. Voilà, vous avez toute une variété de démarches qui rentrent pleinement dans ces programmes et qui doivent vous donner vraiment une liberté d'action la plus importante possible. Alors, dans cette variété de démarches, vous l'avez vu, hein, le débat est placé, replacé et réaffirmé comme étant au cœur de l'enseignement moral et civique, et ce débat est conçu comme une pratique délibérative. Alors, qu'est-ce qu'une pratique délibérative? Vous le savez tous, au moins de façon intuitive. C'est l'idée que pour adopter une proposition, pour qu'elle soit partagée, voire universelle, il importe qu'elle ait été collectivement discutée. Donc, la pratique délibérative, c'est la pratique qui consiste à placer les élèves devant un certain nombre de sujets qui peut-être ne sont pas susceptibles d'une seule réponse. En tous les cas, les activités qui sont proposées, vous le voyez, privilégient souvent tout ce qui peut relever du jeu de rôle, de la simulation, de l'imitation d'un certain nombre de situations réelles, tout ça parce que les pratiques délibératives impliquent d'éprouver les arguments des autres, de se décentrer de sa propre opinion, d'éprouver la pluralité des points de vue et d'endosser la pensée qu'est la pensée d'un autre. En gros, les pratiques délibératives sont une éducation, hein, Jérôme Grondeux l'a très bien dit, en filigrane, nous avons une éducation à la démocratie, et l'éducation à la démocratie est aussi une éducation au dissensus qui fonde les démocraties. Donc, je ne vais pas détailler ici toutes les pratiques qui peuvent, enfin, en tous les cas, toutes les situations pédagogiques qui peuvent générer de la délibération. Vous en avez quelques-unes qui relèvent du débat, qu'il soit réglé, qu'il soit mouvant, qu'il soit silencieux, les jurys citoyens, les simulations de procès, les simulations de négociations climatiques. À l'échelle des élèves, le conseil d'élèves, les dilemmes moraux peuvent être aussi intéressants, la discussion à visée philosophique et démocratique, la simulation de situations citoyennes. Oui, et la logique peut être la même, hein, en seconde générale et technologique, hein, un peu dans la logique de ce que Madame Cherara vient de détailler. Alors, par exemple, hein, de privilégier une approche par rapport à une thématique donnée qui permettrait en fait de s'articuler autour de trois phases. En fait. Donc d'abord une phase de problématisation autour d'un dilemme, donc dilemme qui serait posé à partir d'une situation concrète, hein, puisqu'on est aussi dans l'esprit de l'enseignement moral et civique. Ensuite, une phase qui serait une phase d'argumentation,
avec la mise en place d'un jeu de rôle, d'une simulation, par exemple, donc simulation d'un conseil, par exemple. Par exemple, en classe de seconde, il y a un certain nombre de scénarios pédagogiques qui peuvent être mis en place. Et ensuite, une dernière phase qui serait une phase de conceptualisation avec la rédaction par les élèves d'un écrit réflexif. Et là, l'avantage, c'est que l'on peut aussi donc, travailler avec les élèves des capacités qui sont diverses, qui sont à la fois écrites, orales, il y a l'argumentation, la coopération. Donc là, un champ de capacités travaillées qui sont extrêmement larges. Alors, il y a un petit encadré que vous pouvez voir sur le côté droit de la diapositive, sur lequel je vais pas m'éterniser, mais qui propose également d'autres exemples de situations d'apprentissage en classe de seconde. Alors, en lycée professionnel, on sera également sur ces enjeux de démarche qui partent d'une situation concrète. Hein. Jérôme Grondeux l'a évoqué, et alors on se félicitait de retrouver un programme commun, mais il ne s'agit pas non plus d'effacer en effet ce qui a pu être fait avant. Dans les anciens programmes de lycée professionnel, anciens récents, il y avait une démarche qui était proposée, démarche qui est reprise dans un certain nombre d'éléments dans les nouveaux programmes, et que je vous propose ici de détailler pour pouvoir structurer un enseignement qui pourrait reprendre un certain nombre d'attendus et d'incontournables. Donc, un exemple de démarche qu'on pourrait appliquer en seconde bac pro ou en première année de CAP partirait, exactement comme on vous l'a proposé, de situations concrètes. Qu'est-ce qu'une situation concrète? C'est une situation qu'on va proposer à l'attention des élèves pour permettre de recueillir leurs représentations, leurs stéréotypes peut-être, leurs préjugés, leurs opinions, leurs expériences, leurs croyances sur une certaine question. À partir du recueil de ces représentations, donc à partir d'une situation concrète qui va générer ces représentations, on va mettre en rapport ces représentations avec les normes éthiques, les normes sociales, les normes juridiques en vigueur dans la société. Et à ce moment-là, on va convoquer aussi les notions que l'on souhaite travailler. Ensuite, dans une démarche d'enquête, on va mobiliser ces recherches documentaires qui vont porter sur une ou plusieurs entrées mobilisées par le professeur. Et c'est cette phase qui peut aussi être une phase active de rencontre. Rencontre avec des partenaires, des réservistes, des représentants d'associations, pourquoi pas des élus locaux. C'est là qu'on construit la notion d'institution, rencontre avec des représentants de l'État, rencontre avec peut-être des chefs d'entreprise aussi, si on veut pouvoir interroger un certain nombre de notions et de valeurs à l'aune du milieu professionnel. Et c'est à travers ces recherches, ces notions, ces mots-clés, ces valeurs, ces rencontres, que l'élève va consolider ainsi une culture civique, et en même temps qu'il va commencer, à partir de la situation concrète qu'on lui a proposée, de construire aussi de l'argumentaire. Cette argumentation sera reprise dans la phase suivante, au cours de laquelle on va proposer un temps de débat. Ce temps de débat sera centré non seulement sur l'expression d'une argumentation, mais attention, peut-être qu'il peut être centré aussi sur l'apprentissage de l'écoute de l'autre, et puis cette capacité à éprouver la pluralité des points de vue exprimés dans un échange. Suivent deux phases qui permettent ici de stabiliser les apprentissages. La phase de livraison d'une production finale, elle peut être individuelle, elle peut être collective. Donc, vous voyez, là, on reprend des éléments d'une démarche de projet. Elle peut être livrée sous forme orale, sous forme écrite, sous forme visuelle, sous forme audiovisuelle. Et suit, après cette production finale ou en même temps, une phase de stabilisation des apprentissages qui peut faire une place à un écrit qui serait plus individuel et dans ces cas-là, plus réflexif, plus métacognitif, et il peut être intéressant à ce moment-là de réfléchir peut-être à un impensé de l'EMC qui est quel support va venir recueillir les réflexions, les pensées, les opinions, les déplacements qu'en tant qu'élève, j'ai éprouvé au cours de cette démarche, au cours de ce projet. Donc, on peut peut-être prévoir un journal de bord de la démarche autour d'un portfolio, autour de la tenue d'un blog, un cahier de citoyenneté, un journal des apprentissages, un journal des réussites, autant de formes qui vont permettre là aussi de permettre aux élèves de mesurer le chemin parcouru entre l'expression des opinions en début de démarche et l'évolution vers un jugement plus construit, plus étayé en fin de démarche. Voilà. Alors, des exemples de situations concrètes, puisque c'est quand même une dimension sur laquelle on a insisté, Jérôme Grondeux l'a bien dit, il faut faire des choix et surtout, il faut ancrer les notions. Le programme est construit sur un certain nombre de notions qui peuvent être abstraites pour un certain nombre de nos élèves. Prenons l'exemple du thème 1 qui est centré sur l'état de droit, les notions d'ordre public. Dans ces cas-là, on va pouvoir proposer des entrées qui, très concrètes, vont poser la question de la mise en tension d'un certain nombre de valeurs et de principes au regard de ces situations. Exemple, pour construire la notion peut-être d'ordre public, interroger la présence de caméras augmentées dans les espaces publics. Faut-il les accepter? Faut-il accepter moins de liberté pour plus de sécurité?
Pour éprouver le périmètre d'extension de l'état de droit, on peut travailler sur le droit des minorités, droit des femmes, droit des personnes LGBTQ+, comment l'état de droit s'adapte à l'évolution des sociétés. Pour éprouver là aussi l'enjeu qu'il y a autour de la laïcité, comment concilier pluralisme des croyances, exigence de liberté et principe de neutralité, on va pouvoir adopter peut-être une approche comparative. Laïcité à l'école, laïcité à l'hôpital. Laïcité à l'école, laïcité en entreprise. Laïcité à l'hôpital, laïcité en entreprise. Voilà, tous ces éléments qui vont pouvoir ici générer de la confrontation et du dissensus. Et enfin, peut-être une situation qui permettrait ici d'interroger les limites de l'état de droit ou les valeurs à l'œuvre dans l'état de droit, la question des personnes incarcérées, être détenues, est-ce que l'incarcération peut se concilier avec les valeurs de l'état de droit? Voilà, vous voyez, toutes ces entrées peuvent permettre ici de situer, ou en tous les cas, d'ancrer les propositions que l'on fait aux élèves dans des situations concrètes. Je passe très rapidement sur le thème 2, dont les collègues de Lettres Histoire reconnaîtront qu'il est très connecté avec un objet d'étude en français avec lequel il sera possible. Ici, le thème 2 fait la place largement à la question de la liberté de la presse et de la liberté d'information, en mettant l'accent sur un certain nombre d'enjeux qu'on pourra étudier avec les élèves autour de... alors, je regarde autour, par exemple, des zones grises de l'information, avec une approche sur la fiabilité de l'information, une approche sur, dit le programme, les désordres informationnels. Qu'est-ce qu'une mésinformation? Qu'est-ce qu'une malinformation? Qu'est-ce qu'être désinformé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui les chambres d'écho? Ces procédés de réplication de l'information qui viennent renforcer nos opinions parce que les réseaux sociaux nous proposent une sélection de nouvelles qui viennent conforter nos propres opinions. Donc là, on va entrer dans des études de cas également un petit peu concrètes qui permettront ici de travailler ces notions. Et puis sur le troisième thème, qui fait la place à la question du droit environnemental, qui propose de discuter la notion de démocratie environnementale, on va pouvoir articuler des situations concrètes là aussi avec les actions d'éducation au développement durable, en interrogeant, vous le voyez ici par exemple, des situations très concrètes. À qui appartient l'eau? Ou faut-il de la neige à tout prix? Ça pose la question de la durabilité d'un certain nombre de fonctionnements, ça pose la question de la soutenabilité d'un certain nombre de fonctionnements de nos sociétés. Et puis, une irruption ici à laquelle il faut faire place également dans ces programmes, la question de l'animal. C'est une nouveauté. L'animal est institué comme objet de droit dans le contexte d'un respect de l'environnement et le programme fait droit à cette place de l'animal. Et vous le voyez, une entrée par le loup, par exemple, permet d'interroger ici le conflit d'usage, les enjeux de société autour de deux conceptions de ce qu'on appellerait la nature. Faut-il préserver, accorder sa priorité à une protection de l'espèce ou une priorité à la protection des activités humaines? Et un travail aussi, une entrée très concrète peut aussi peut-être être éclairante pour les élèves autour de la question des expérimentations sur les animaux. Il existe un certain nombre de dispositions au plan national. Il n'existe rien encore au niveau mondial. Peut-être faire réfléchir les élèves autour de l'enjeu de ces expérimentations sur les animaux. Voilà, je m'arrête là. Alors, la question de l'évaluation de l'EMC est importante parce que l'évaluation, donc, elle vise à accompagner la progression des élèves du point de vue des connaissances et des compétences qui sont clairement explicitées. Et de ce point de vue-là, le Vademecum de l'éducation à la citoyenneté, qui est en ligne sur Eduscol et dont vous voyez un extrait ici, est très éclairant. En gros, sans rentrer dans les détails, d'autant plus que l'heure tourne et que je vois que le temps qui nous est imparti est vraiment très, très coûté maintenant. Je vais essayer d'aller vite et d'être éclairant. En gros, qu'est-ce que nous dit ce Vademecum? Il nous dit qu'il y a deux façons en fait d'évaluer. La plupart du temps, on va évaluer des situations d'apprentissage assez modestes, des projets assez modestes dans la classe. Et donc là, c'est l'appréciation qui va être à privilégier. Encore une fois, l'appréciation, même si c'est simplement une appréciation, qu'il n'y a pas une note chiffrée qui est assortie, il faut quand même être très clair sur ce qu'on évalue. Et on évalue, Jérôme Grondeux le disait tout à l'heure, le rappelait tout à l'heure avec force, on évalue des notions, des connaissances et on évalue des capacités, des compétences, donc des aptitudes en fait. On n'évalue pas les 4 domaines parce que ça, c'est pas possible. Ça se rapprocherait un peu trop du jugement de valeur sinon. Donc, c'est pas l'objectif. Donc, il faut être très clair sur qu'est-ce qu'on évalue sur l'ensemble du processus. Et on peut aussi aller plus loin dans l'évaluation ou évaluer différemment des projets plus ambitieux pour lesquels, là, on pourra même aller jusqu'à mettre une note chiffrée
qui soit, elle aussi, adossée à des compétences et des connaissances qui soient clairement explicitées. J'attire votre attention là encore sur le petit encadré rouge qui est à droite, sur les points de vigilance sur l'évaluation de l'EMC. Donc, cette évaluation qui ne doit pas se limiter à cocher telle ou telle compétence, hein, mais qui doit être vraiment explicite sur l'ensemble des éléments qui sont évalués. Elle ne doit pas non plus prendre simplement l'aspect d'une vérification de connaissances. Encore une fois, ce qu'on évalue, c'est un ensemble complexe et clairement articulé et explicité hein, très clairement auprès des élèves. Et surtout, on ne note pas le degré d'adhésion aux valeurs républicaines. Là encore, ça se rapprocherait véritablement d'un jugement de valeur et c'est absolument pas la démarche que l'on cherche à promouvoir. Je propose de passer à la dernière diapositive. Merci. Alors, sur cette question de l'évaluation de l'EMC, oui, pardon, Yannick, tu veux enchaîner puis je compléterai? Non. Les trois domaines s'articulent. Je te laisse prendre la parole sur les modalités d'évaluation. Voilà. Alors, l'EMC est quand même l'occasion, effectivement, de varier un certain nombre de procédés d'évaluation, de modalités d'évaluation et de faire la part belle à l'évaluation formative. En effet, l'EMC étant un enseignement, il vise le développement d'un certain nombre de compétences et l'idéal, c'est quand même d'impliquer les élèves dans cette évaluation en passant par une évaluation qui sera explicitée, voire co-construite, dont les critères seront co-construits avec les élèves et adopter peut-être une forme d'évaluation par les pairs, une possibilité d'auto-évaluation, une évaluation croisée, une évaluation par des experts. Voilà, l'idée est d'adopter ces modalités d'évaluation sans les résumer à une évaluation qui serait sommative, mais faire la part belle à des évaluations qui soutiennent les apprentissages des élèves. J'en dirai pas plus, Yannick, si tu veux compléter. Les objets d'évaluation, on les a déjà évoqués, hein, vous les avez sur la droite, vous avez quelques exemples sur la droite. Peut-être juste un dernier point sur les outils pour évaluer. Encore une fois, je reviens à la nécessité d'être très, très au clair sur qu'est-ce qu'on évalue. Quelles sont les notions qu'on va évaluer, quelles sont les compétences, les aptitudes qu'on va choisir d'évaluer, parce qu'on ne va pas tout évaluer à chaque fois. Donc, il faut être très clair sur les critères d'évaluation qu'on va retenir. Après, sur les modalités d'évaluation, il y a des tas d'outils que vous en connaissez un grand nombre. Hein. Vous avez des exemples, alors peut-être plus pour le collège, les ceintures de couleurs, etc. Sur les grilles d'évaluation, ça c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut mettre en place sur l'ensemble du cursus des élèves jusqu'à la classe de terminale. Par contre, là aussi, il y a un point de vigilance. La grille d'évaluation, vous pouvez proposer une grille assez sommaire, mais le mieux, c'est quand même de la co-construire avec les élèves pour qu'ils se l'approprient et ça ouvre notamment la voie à l'évaluation par les pairs, à l'auto-évaluation, dès lors qu'il y a une co-construction, même si c'est à minima et que vous arrivez déjà avec une proposition. Voilà, on n'a pas totalement défloré le sujet. Hein. Je vais rendre la parole pour vous donner je vais vous donner la parole pour les questions. Jérôme, je te donne la parole. Je voudrais juste te dire que c'est un remarquable travail parce que ça débroussaille beaucoup de choses, ça clarifie beaucoup de choses et je pense que sur beaucoup de points, c'est très, très aidant. Donc voilà, moi j'ai énormément apprécié ce travail d'élucidation. Voilà, je voulais juste le dire. Merci beaucoup, Jérôme, pour ton retour. En attendant d'avoir des questions dans le chat, est-ce que toi, tu souhaites rebondir sur un certain nombre d'éléments qu'on a donnés, peut-être compléter? Et c'est même pas c'est encore plus un ajout sur ce qui a été dit. C'est très important sur les compétences psychosociales. En fait, on fait tout un, comment dirais-je, un encodage de ces compétences psychosociales. Elles sont importantes, mais en fait, c'est vraiment la question de l'individu et du collectif. Et ça se joue partout, y compris en éducation, aux médias, à l'information, parce que l'information, c'est aussi se rattacher à un collectif. Et donc, en fait, il s'agit juste, avec ces compétences psychosociales, de clarifier des choses que l'école fait depuis très longtemps et qui est l'apprentissage pour les élèves d'une vie en société qui soit épanouissante pour l'individu et fonctionnelle pour l'ensemble de la société et pour que tout le monde s'y retrouve. Donc on est vraiment au cœur des choses, c'est pas du tout un plaquage artificiel. Voilà, et ça va à la suite de ce qui a été dit tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'autres points que j'ai trouvé absolument passionnants et les suggestions d'évaluation qui montrent bien effectivement qu'il ne s'agit pas de changer ce qu'on fait méthodologiquement en EMC. Merci Jérôme. Est-ce que l'autre Jérôme, notre Jérôme académique, a des éléments sur le chat que l'on pourrait… Jérôme académique, j'aime bien. Nous avons un Jérôme national et un Jérôme académique. Voilà.
Je ne vois pas, ça a dit, tu vois non plus pas de Je questions. ne vois aucune question. Pas de N'hésitez questions. pas, Il peut y avoir aussi des remarques, hein, Oui. voilà, des points de vue divergents, des choses comme ça, hein. On est là pour ça aussi. parce qu'on a encore 86 participants, donc je pense que voilà, peut-être qu'il y a des questions, des remarques. N'hésitez pas, hein. On est là pour ça. Et puis profitez de la présence de Monsieur Grondeux. Ah bah oui. Peut-être si tu pouvais, en attendant qu'on ait, qu'on ait une question, si on en a une, Jérôme, revenir sur la question de l'évaluation. C'est vrai qu'on l'a abordé, mais en se posant soi-même des questions. Est-ce que tu Voilà. pourrais nous faire peut-être une C'est- 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 clarification? Alors, c'est un peu différent pour moi au collège, au lycée et au lycée pro, parce que, à mon avis, dans la voie professionnelle, il y a aussi cette dimension de préparation à l'épreuve du bac qui crée plus facilement des situations d'évaluation, peut-être. Bon, mais il y a une problématique. On avait suggéré dans le guide de l'évaluation en lycée, quand on était sur l'idée que pour le contrôle continu, c'était bien qu'il y ait une note par trimestre ou par semestre en EMC, on avait suggéré une typologie des notes qu'on Oui, retrouve en fait qui étaient des notes qui peuvent correspondre soit à une implication dans un travail collectif, qui est à mon avis le cas peut-être le plus fréquent, une note qui peut correspondre à une performance orale ou à une participation à une performance orale, hein, sachant que quand on fait un débat réglé, ça peut être un débat qui a été préparé par tel ou tel groupe, et là on retrouve le côté collectif. On peut être aussi la personne qui fait la synthèse, le bilan du débat, et c'est aussi quelque chose d'important, et une note qui correspond à un travail de réflexion, mais qui peut se faire par bien des modalités. Donc il y a des fois des choses où c'est la classe qui est évaluée, et puis il y a des choses où c'est tel ou tel élève à tel moment où il fait telle ou telle chose. Donc je pense il faut être le plus souple possible, parce qu'effectivement, ce n'est pas évident de noter en EMC. Il faut rappeler que l'EMC, pour la voie générale, c'est une toute petite partie du contrôle continu. Donc ça ne sera pas l'EMC qui sera mmh, décisive mmh. pour ces choses-là. Par contre, c'est important qu'il y ait une notation, comme ça a été dit, explicite et qui correspond effectivement, là aussi, comme ça a été dit, aux aptitudes et aux aptitudes et à la mobilisation ou à l'approfondissement de connaissances. Merci pour cette clarification. Elle est heureuse parce que c'est vrai qu'on parle d'évaluation formative ou d'évaluation par compétence. Ça n'implique pas, tu fais bien de le dire, qu'on ne note pas. Souvent, il y a une confusion entre Ouais. évaluer et noter en pensant que c'est antinomique. On peut noter à condition d'avoir critérié ce qu'on note. Et c'est bien ça ce qu'évoquait Jannick Julienne, cette possibilité de Voilà. passer par des grilles d'évaluation co-construites, parce qu'en fait, quand on co-construit les critères sur lesquels on va noter, on fait réfléchir les élèves à qu'est-ce qu'on attend de moi si je dois noter un débat, qu'est-ce qu'on attend de moi, quelle attitude, quelle aptitude, quel Et savoir, quel finalement, savoir-faire. pourquoi on fait de l'EMC? Voilà, Dans c'est ça. quel but éducatif on fait de l'EMC? Oui, et puis tu soulignes la variété des notes, hein. Attention aussi que le MC garde sa vocation d'être un enseignement avec une variété de situations d'apprentissage et donc une variété aussi de notes qui permettent de soutenir les apprentissages des élèves là où ils peuvent en être au niveau en termes de compétences. On a 2 remarques dans le chat. Je vais peut-être permettre de répondre rapidement à la première, parce qu'on m'évoque, mais bon. Une situation concrète que Plutôt dans le Madame pro, Guiton visiblement. traverse avec ses élèves, elle propose de partir de cette situation concrète, hein, un élève qui se déclare en fin de cours pro Bardella, alors que le reste de la classe lui rétorque: «Tu pas les noirs et les arabes». Bon, on ne fait pas plus concret, Madame Guiton, merci comme situation. Alors, des conseils pour aborder cette situation, cette question avec eux, alors pas tout de suite, pas là, pas maintenant, mais en tous les cas, vous voyez que dans la démarche qu'on a proposée, il y a une structuration de cette démarche. On part de situations concrètes dans lesquelles il peut y avoir des clichés, des représentations, des préjugés, mais ensuite on va quand même déconstruire ça et travailler un peu comme le proposait Jérôme Grondeux sur au nom de quoi on ne peut pas évoquer un certain nombre d'opinions, ou en tous les cas, les opinions qui peuvent s'apparenter à la xénophobie ou à du racisme, peuvent, dans une démocratie, ne pas être admises. Voilà, c'est plutôt ça. Puis on va travailler sur des constructions éthiques, enfin des propositions éthiques, juridiques, philosophiques qui vont permettre de faire droit à cela. Voilà. Mais oui, je vous rejoins, Madame Guiton. Peut-être, Jérôme, veux-tu compléter? Oui, c'est toujours très délicat le rapport à l'actualité, parce que si les enseignants ont une confiance de la part de leurs élèves, c'est précisément parce qu'ils savent que l'enseignant ne tente pas de leur imposer
une opinion. Donc, je pense qu'on peut mobiliser l'actualité ou mobiliser les situations si ça s'inscrit dans quelque chose, mais il faut avoir le souci de rester dans cette posture où l'école n'est pas neutre philosophiquement, mais elle est neutre sur le plan partisan et sur le plan confessionnel ou philosophique. Donc, c'est effectivement très délicat. Il y a des choses qu'on peut mobiliser. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que depuis quelques mois, tout le monde s'est intéressé au droit constitutionnel et à notre Constitution. Si on arrive, quand on aborde la question de la Constitution, à mobiliser ça sans donner raison aux uns et aux autres, mais en montrant comment finalement les règles du jeu constitutionnel s'imposent à tous et même à des gens qui ont des stratégies ou des convictions très différentes, là on réussit une mobilisation de l'actualité. Si on le fait pour dire qui a raison ou qui a tort dans sa lecture de la Constitution, là, ça va être très compliqué. Parce que là, on descend, d'une certaine manière, dans l'arène par rapport auquel on veut leur donner un recul. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que c'est passionnant cette question, parce que là, on est justement sur un fil, en fait. On va pouvoir en faire quelque chose ou pas, selon comment on le rattache à ce qu'on veut faire en EMC. Et c'est vrai que c'est souvent extrêmement délicat pour nos enseignants. Il y a une autre question, je vais peut-être laisser mes collègues hyper y répondre, elle concerne… Jérôme, sur le cadre des enseignements supplémentaires dans la limite de 18 heures. Au collège. Ouais, au collège, ouais. C'est enfin à partir de la 5e cette année. Alors, au collège, moi, à mon sens, dans la situation où nous sommes, qui est quand même aussi une situation budgétaire tendue hein, et un cadre limité, on le saura forcément. Il y a quand même un chemin pour moi qui est un peu ouvert par les programmes, c'est précisément de mettre ensemble toutes les éducations à la citoyenneté. Je pense que quand on fait un projet EMI, quand on s'associe à un projet EDD et qu'on est enseignant de MC, on fait un projet extérieur à leur classe, mais qui est un projet citoyen. Donc je pense, alors c'est facile à dire et c'est facile à dire de là où je suis et sur le papier, mais il me semble que c'est vraiment quelque chose de très très important, que si on doit faire un projet citoyen, ce ne soit pas un projet uniquement EMC, mais ce soit un projet qui mette en jeu toutes les éducations A. Je pense que ça peut être une solution et ça peut être plus facile de monter, matériellement, de monter ce projet. Mais je laisse aussi mes collègues inspecteurs territoriaux répondre à cette question. Après, encore une fois, je pense que le cadre, il est fixé bon, par l'arrêté, mais après, ça dépend vraiment de la situation des établissements et d'où ils en sont sur leur marge horaire. Après, on ne peut pas présumer par rapport à ce que le choc des savoirs a représenté en termes de prise horaire, entre ce qui se fait dans l'établissement. Est-ce que certains projets qui se font dans l'établissement rentrent dans ce cadre-là déjà et peuvent être intégrés dans ce cadre-là? Enfin, là, c'est vraiment dans l'échange avec la direction, les équipes, que on peut vraiment identifier ce qu'il est possible de faire dans ce cadre-là, je pense. Parce qu'après, si c'est pour aboutir à quelque chose où les gens sont mis en concurrence, etc., c'est quand même pas vraiment les enjeux de la chose. Faut fédérer, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est vrai qu'on a dépassé l'horaire un petit peu. Non, on a un petit peu. Monsieur Sarfati nous remercie pour la réponse. C'est gentil. Bon, Jannick, on va peut-être conclure. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que là, on a débordé d'un quart d'heure. C'est pas non plus gargantuesque. Hein. Le quart d'heure cristallien. Ça voulait pas rester à l'arrivée. D'ailleurs, on avait prévu de te laisser la parole, Jérôme Chastan, notre Jérôme académique, pour conclure avec Jérôme Grondeux. On vous laisse quelques mots. Enfin, moi, je peux conclure aussi. Mais... Non, mais voilà, très rapidement. Enfin, merci en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. L'idée, c'était de lancer justement cette mise en place des programmes de C qui va s'étaler donc sur 3 ans et qui va nous servir, nous, de base. Ce sera évidemment, il y aura sur le site académique, cette captation sera mise en place pour ensuite lancer un programme de formation avec des propositions de ressources, avec éventuellement des interventions. On va autour de thématiques qui vont nous sembler importantes, le lien avec les éducations A, la dimension juridique et l'éducation au droit, par exemple, qui vont
voilà, avec à chaque fois les propositions qu'on essaiera de vous faire assez concrètes. Et bien sûr, en fonction de ce que va nous revenir de vos demandes, de vos remarques quand on va venir vous voir dans les établissements, qu'on va vous rencontrer, que ce soit dans le cadre de rendez-vous de carrière, d'accompagnement, de réunions d'équipe. Donc, moi, je voudrais avoir un petit mot de remerciement pour les inspecteurs de l'Académie de Créteil, un petit mot aussi pour les collègues, parce que je pense que ce que l'école fait sur la citoyenneté, c'est un travail qui peut être très ingrat, parce que bien évidemment, on se heurte à une réalité qui est très rebelle, mais c'est un travail, à mes yeux, absolument fondamental. Vous essayez d'instiller du rationnel et du raisonnable dans un monde qui n'est souvent ni rationnel ni raisonnable. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit difficile. Je pense que très souvent, les résultats de ce travail ne se voient pas sur le moment. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus. On est dans un travail de développement collectif et telle chose qui est dite, qui est faite à un moment donné, va porter pour un élève ses fruits 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard. Mais le fait que cette chose ait existé est central. Donc voilà, c'est une incitation à ne pas se décourager. Donc merci beaucoup. Merci pour cette note d'optimisme résolu. On en avait besoin. Ouais. Merci à tous. Merci à tous, oui. Au revoir à tous. Merci, au revoir à tous. Bonne soirée, puis bonne dernière semaine avant les vacances. C'est vrai.